Édouard, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu pour faire un point sur l'Ukraine. Il faut dire que tu étais à Agen. C'est un long voyage d'une journée à Agen. On se retrouve devant le Louvre, on a changé d'endroit, c'est toujours un peu bruyant, mais on a changé d'endroit pour faire visiter Paris. Nous ne sommes pas assis, attablés, nous ne buvons rien. Mais ça ne saurait tarder, rassurez-vous. L'Ukraine, il se passe quoi en ce moment en Ukraine ? Ben, c'est amusant parce que l'Ukraine est en partie sortie des grands titres. Hein. On voit qu'il y a beaucoup moins. Ça occupe beaucoup moins de la guerre. Il y a une lassitude. Alors, il y a malgré tout un thème qui revient, qui a l'air évident. C'est l'offensive ukrainienne imminente. Effectivement, on lit à la fois sur les médias occidentaux et puis sur des médias plus neutres, on va dire, on lit que les Ukrainiens sont prêts à attaquer, que les Russes sont en train de faire des lignes de défense. On lit qu'il y a eu des tentatives de débarquement. Sébastopol. Alors, il y a eu des drones. Il y a eu des drones marins envoyés. Et puis, on parle aussi de tentatives de débarquement sur la rive gauche du Dniepr, en face de Kherson. On parle d'une offensive sur Zaporožié. Il me semble que on a psychologiquement quelque chose qui est très compréhensible. C'est le fait que les Ukrainiens se disent qu'ils vont jouer leur va-tout. Parce que si la fameuse offensive de printemps ne réussissait pas à regagner même quelques dizaines de kilomètres carrés, leurs financeurs occidentaux pourraient se lasser. Bon. D'un autre côté, objectivement, quand on regarde la situation, il y a à peu près 160 000, 170 000 hommes russes maintenant qui sont installés solidement et on a des pertes ukrainiennes tout à fait considérables. Simplement pour la semaine dernière, on considère que l'armée ukrainienne a perdu 4 000 hommes. Alors qu'il n'y a pas des combats très intenses à part à Bakhmout. Mais une info a circulé sur 180 000 morts russes. Mais en général, c'est parce qu'il y a des informations qui circulent sur le nombre de morts ukrainiens et à ce moment-là, il faut faire croire qu'il y a plus de morts russes. La réalité, on la connaît, c'est que dans les conditions de combat actuelles, avec la puissance de l'artillerie russe qui est 7 à 8 fois supérieure, il y a un ratio de perte qui est de 1 pour 7 ou 1 pour 8. Ça, c'est quasiment mécanique. Là-dessus peuvent se greffer des variations que j'ose pas appeler conjoncturelles, mais c'est bien ce qui est en jeu. C'est-à-dire que oui, les Russes perdent un peu plus d'hommes dans la conquête de Bakhmout, puisque c'est un combat maison par maison. Mais par ailleurs, l'armée ukrainienne a de moins en moins de logistique à disposition et des hommes de moins en moins entraînés. Et par ailleurs, il est très difficile de savoir où on en est aujourd'hui sur les effectifs réels de l'armée ukrainienne, parce qu'il y a de nombreuses désertions dès que les hommes le peuvent, puisque les enrôlements se font de plus en plus larges, on en a parlé plusieurs fois, avec des gens soit de plus en plus jeunes, soit de plus en plus vieux. Donc tout ça fait que on a une situation pour l'instant statique, une sorte de faux calme, et on peut imaginer une ou plusieurs offensives ukrainiennes dans les semaines qui viennent. Simplement, j'attire l'attention de ceux qui nous regardent sur la confirmation de ce qu'on avait dit sur la destruction d'un QG ukro-otanien. Alors, en fait, on avait dit dans les environs de Kiev. En fait, il s'agit d'un QG dans les environs de Lvov. Hein, donc, il y a eu des précisions qui sont arrivées. Donc, plutôt près de la Pologne. Plutôt près de la Pologne. Plus à l'ouest du pays. Plus à l'ouest du pays. Et plus à l'est, à Vinitsa, il y a un QG là strictement ukrainien qui a été frappé aussi durement vendredi dernier. Donc, on voit bien que la stratégie des Russes, c'est de dire aux Ukrainiens, préparez ce que vous voulez, mais nous, on s'attaque à votre commandement, à votre infrastructure, à votre logistique. La stratégie des Russes. La stratégie des Russes, voilà. Des Ukrainiens. Voilà. Au fond, c'est une guerre qui s'enlise. Je ne crois pas. Je crois que c'est une guerre en ce moment plutôt qui est suspendue.
parce que s'enliser, ça voudrait dire que les deux parties sont sur un pied d'égalité et qu'elles n'arrivent pas, ça serait comme la Première Guerre mondiale en fait. Or là, je crois qu'on a plutôt une asymétrie et qu'avec le temps, l'asymétrie se renforce et l'asymétrie, elle est en faveur des Russes, mais qui, pour des raisons qui les regardent, ne se pressent pas. Une des hypothèses qui circulent, mais alors là, il ne faut pas du tout lire les médias occidentaux, il faut aller plutôt lire les médias asiatiques, indiens, chinois, japonais, les médias de langue anglaise qui nous sont accessibles. Une des questions qui se pose, c'est de savoir si les Russes jouent la montre parce que ils font le pari de la crise économique du côté occidental. Et je vais publier cet après-midi un article dans le Courrier des stratèges qui montre, qui reprend le thème de la dédollarisation que j'ai déjà traité la semaine dernière et qui montre que il va peut-être plus vite que prévu, puisque les réserves mondiales en dollars pour les banques centrales sont passées, c'est tout à fait spectaculaire, de 55% à 47% pendant l'année 2022. Et on ne s'attendait pas du tout à ce chiffre-là, c'est une chute de 8%, c'est tout à fait considérable. Bon, donc tu nous l'expliques. Je l'explique dans le courrier cet après-midi. Sur ce sujet. On parle beaucoup de fragmentation de la Russie, de succession de Poutine. C'est quelque chose qui agite la propagande occidentale. Comment il faut comprendre ça ? Alors, ce qui est étonnant, c'est que c'est des choses dont on parlait déjà en mars-avril de l'année dernière. Donc ça veut dire que du côté occidental... Le fameux cancer de Poutine, sa maladie présumée, etc. Voilà, exactement. Et puis, partager la Russie, c'est un vieux fantasme des néoconservateurs. On se rappelle que la nébuleuse néoconservatrice et néolibérale ne s'est pas remise d'avoir perdu la prise qu'elle avait sur la Russie dans les années 90. C'est ça, Poutine. C'est pour ça qu'il déteste autant Poutine. Il faut bien le comprendre. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a ce vieux fantasme de morceler la Russie en mettant la main dessus et au nom de l'émancipation des peuples qui seraient opprimés par la Fédération de Russie. Je pense que ça montre comme une partie du monde occidental a décollé de la réalité. Personne ne peut dire ce qui arrivera à Vladimir Poutine et il a 70 ans, donc effectivement il n'est pas éternel. En revanche, je pense que la plupart des analystes occidentaux ou des politiques occidentaux qui misent là-dessus, sans parler des intellectuels, eh bien sont des gens qui ne comprennent pas que quand Poutine ne sera plus là, l'attitude vis-à-vis de l'Occident sera encore plus hostile. Parce que Poutine avait encore une culture qui le faisait s'intéresser à l'Europe et il a essayé depuis 20 ans de trouver des arrangements avec les États-Unis. Les successeurs, je pense, n'auront aucune pitié pour le monde occidental vu la montée des tensions depuis 2014. Bon, je signale, puisque tu parles des nouveaux conservateurs, de néoconservateurs, que je publie tout à l'heure un article dans le courrier sur Bruno Tertrais, qui est l'un des journalistes probablement les plus... Chercheur même, on peut dire il est chercheur, il est à la Fondation de la recherche scientifique, pour la recherche stratégique et porte-parole des néoconservateurs. Ce sera l'occasion de souligner qu'il y a une propagande qui est à l'œuvre en sous-main en Occident. Merci Édouard, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau point ukrainien. Merci Eric, à bientôt.